Depuis une vingtaine d'années, le tourisme spatial existe, mais sous une forme compliquée. Il est ainsi possible de dépenser une vraie fortune pour aller séjourner dans la Station spatiale internationale pendant quelques jours. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa va en faire l'expérience en octobre prochain. Cela demande un entraînement très long et un arrangement au cas par cas avec les agences spatiales partenaires. Il y a une dizaine de jours, l'entreprise Virgin Galactic nous a fait la démonstration d'une autre forme de tourisme spatial. Celle-ci consiste à s'élever dans un vaisseau jusqu'à une centaine de kilomètres d'altitude. L'expérience est beaucoup plus courte, quelques dizaines de minutes en tout, mais aussi beaucoup plus accessible, à la fois pour le prix du ticket et pour le volume d'entraînement nécessaire. Ce tourisme suborbital connaît aujourd'hui un effort de développement intense. On en a eu encore une fois la preuve il y a quelques heures à peine. Ce 20 juillet, date d'anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, l'entreprise Blue Origin a mené son premier vol habité jusqu'à la frontière de l'espace. Au cours d'un vol encore plus court que celui de Virgin Galactic, les 4 passagers de la fusée New Shepard se sont élevés jusqu'à 107 km d'altitude avant de revenir se poser à proximité de leur lieu de départ. Nous avons pu suivre cet exploit en live avec certains d'entre vous. L'expérience en elle-même a été très différente de celle de Virgin Galactic. Pas d'avion et de petites navettes pour les passagers de Blue Origin, mais plutôt une fusée et une capsule. Suite à une phase propulsive d'un peu moins de 2 minutes, la capsule a atteint la vitesse de 3500 km/h, ce qui lui a permis de continuer sur sa lancée jusqu'à son apogée de 107 km. Les passagers ont bénéficié de quelques minutes en 0G avant de descendre vers la Terre sous parachute. Le vol a été très médiatisé, et ce, pour plusieurs raisons. La première concerne bien évidemment l'identité des passagers. À bord de la capsule se trouvait Jeff Bezos, le patron de Blue Origin, qui est accessoirement l'homme le plus riche du monde. Pour voyager avec lui, il avait invité son frère ainsi que Wally Funk, une femme de 82 ans, qui avait participé en 1960 à un programme de sélection similaire à celui des astronautes du programme Mercury. Malgré ce processus de sélection intense, elle n'avait jamais eu l'occasion de partir dans l'espace. Il lui aura donc fallu 60 ans pour finalement s'envoler. Le 4e passager de la capsule a lui aussi donné lieu à bien des discussions. Cette place a en effet été vendue aux enchères pour 28 millions de dollars. Le gagnant des enchères s'est cependant retrouvé pris dans ses obligations, et c'est finalement un jeune homme de 18 ans, Oliver Damon, qui a pris sa place dans le siège. Dans le vol d'aujourd'hui, il y avait donc à la fois la personne la plus jeune et la personne la plus vieille à être jamais allée dans l'espace. Cela permet au moins à Blue Origin de prouver que n'importe qui peut s'envoler dans les étoiles, à condition bien sûr d'avoir le portefeuille bien garni. Le succès des vols de Blue Origin et de Virgin Galactic devrait ainsi ouvrir la voie à une démocratisation du tourisme spatial. Il va encore probablement falloir plusieurs années pour que les deux solutions montent en puissance, mais on commence à véritablement voir le résultat d'un effort qui a été initié il y a presque 20 ans. On bascule maintenant du côté de la Chine, où un essai très intriguant vient d'être mené. Vendredi dernier, la CASC, une entreprise d'État liée à l'agence spatiale chinoise, a annoncé avoir fait voler un véhicule suborbital sur une distance de 800 km. Il n'y a aucune image ou vidéo pour accompagner ces propos, et les informations partagées sont elles aussi maigres. On sait que l'appareil a décollé à la verticale et a atterri à l'horizontale, et qu'il fait appel à la fois à des technologies issues de l'aviation et du spatial. On peut donc raisonnablement en conclure qu'il s'agit d'un véhicule doté d'ailes de type navette. En septembre dernier, la Chine avait déjà procédé au test, orbital cette fois-ci, d'un véhicule qui était revenu se poser à l'horizontale. Si les deux tests sont liés, alors l'agence spatiale chinoise est probablement en train de finaliser le développement d'une navette. Il pourrait s'agir d'un appareil à vocation militaire, ce qui explique le secret qui accompagne son développement. La Chine s'intéresse à ce type de véhicule depuis de nombreuses années déjà. Cette photo d'un prototype date par exemple de 2007.
Les particularités des essais qui ont eu lieu ces derniers mois et certaines déclarations de la CASC laissent entrevoir la possibilité d'une navette double, qui constituerait un système orbital en grande partie réutilisable. L'entreprise d'État a en effet indiqué que le véhicule testé vendredi pourrait servir de premier étage dans le cadre d'un lancement orbital. Des essais en soufflerie menés en 2019 évoquaient déjà cette possibilité. On pourrait donc se retrouver avec un véhicule ressemblant à ce modèle et capable de délivrer une charge utile en orbite basse, tout en bénéficiant des réductions de coûts engendrées par un système entièrement ou presque entièrement réutilisable. Il faudra probablement attendre d'autres essais, voire une communication un peu plus bavarde de la part de la CASC pour en savoir plus. Ce n'est cependant pas le seul projet d'envergure qui semble occuper l'agence spatiale chinoise. Ces derniers temps, on a évoqué des stations solaires pour la production d'énergie et des plans lunaires très ambitieux. À ça, il va falloir rajouter un plan de déviation d'astéroïdes sorti tout droit d'un livre de science-fiction. Une équipe chinoise a ainsi calculé qu'en mobilisant 23 lanceurs Long March 5, il devrait être possible de faire dévier l'astéroïde Bennu de sa trajectoire. En les faisant s'écraser à sa surface à grande vitesse, il serait ainsi possible de modifier l'orbite de l'astéroïde de 9000 km et ainsi d'éviter une collision avec la Terre. L'astuce consisterait à conserver l'étage supérieur de la fusée attaché à l'impacteur pour ajouter de la masse au dispositif. Pour le moment, il ne s'agit évidemment que d'une simple étude, et la CNSA n'a probablement pas l'ambition de mettre ce plan à exécution. Cela coûterait extrêmement cher et la Long March 5 est déjà très demandée par le programme spatial du pays. D'autre part, l'astéroïde Bennu ne représente aucun risque immédiat. Il reste intéressant de constater qu'un plan mettant en scène des technologies déjà existantes pourrait nous sauver d'une potentielle catastrophe venue du ciel. De ce côté-là, il faudra surveiller le lancement en fin d'année de la mission américaine DART, qui enverra un impacteur s'écraser à près de 24 000 km/h sur un astéroïde, pour tenter de le dévier de manière presque imperceptible. Quant à Bennu, les échantillons récoltés par OSIRIS-REx devraient arriver sur Terre fin 2023, ce qui permettra éventuellement d'affiner les stratégies de défense planétaire. L'agence spatiale chinoise va mener son exploration lunaire en collaboration avec Roscosmos, l'agence spatiale russe. Mais pour le moment, c'est avec ses partenaires occidentaux que Roscosmos a rendez-vous. Demain, une fusée Proton-M s'élèvera du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Elle emporte sous sa coiffe un nouveau module destiné à la Station spatiale internationale. Il porte le nom de Nauka. Il doit rester une semaine en orbite basse avant de venir se docker à la Station spatiale internationale le 29 juillet. Il prendra la place du module Pierce qui arrive au bout de sa mission. Le développement de Nauka a démarré au milieu des années 2000. Il devait à l'origine être lancé en 2007, mais a subi une importante série de retards. Une fois rattaché à la station, il devrait augmenter significativement les capacités du segment russe de l'ISS. Il s'agit en effet d'un module massif d'un peu plus de 20 tonnes. Avec ses 13 mètres de long et ses 4,20 mètres de diamètre, il devrait offrir un volume pressurisé de 70 mètres cubes. Il devrait ainsi servir de laboratoire, de sas pour les activités extravéhiculaires, de port d'amarrage pour les vaisseaux Soyouz et Progress et de lieu de vie. Nauka sera lancé avec un bras robotique qui a été financé par l'ESA et construit par Airbus. D'une longueur totale de 11 mètres, il doit être capable de manipuler des charges allant jusqu'à 8 tonnes. Il devrait aussi pouvoir se déplacer entre des points fixes répartis sur le segment russe de la station. Combiné au nouveau module, cela permettra de multiplier les capacités de l'ISS pour manipuler des expériences et des charges utiles. Aux côtés du Canadarm2, de Dextre et du bras japonais Kibo, ce ne sont donc pas les options qui manqueront pour les manipulations spatiales. Allez, pour finir ce DNDE, on va pouvoir se réjouir d'une bonne nouvelle. Hubble semble tirer d'affaire. Le célèbre télescope spatial souffrait d'une panne informatique depuis un peu plus d'un mois. Les diverses tentatives pour pallier au problème n'avaient dans un premier temps pas porté leurs fruits. Mais la NASA est finalement parvenue à ses fins le 16 juillet. En basculant plusieurs sous-systèmes sur des unités de secours, elle est parvenue à redémarrer l'observatoire. Les observations devraient donc pouvoir rapidement reprendre 31 ans après le lancement du télescope. Grâce aux nombreuses redondances qui ont ici permis de sauver la mise, la NASA s'attend à pouvoir exploiter son observatoire pendant encore au moins quelques années. Hubble devrait par ailleurs rapidement être épaulé par James Webb, un observatoire encore plus performant qui se concentrera sur l'infrarouge et qui doit être lancé en fin d'année.
Les deux télescopes pourront combiner leurs forces pour mener des observations conjointes, du moins jusqu'à ce que l'un d'entre eux rende définitivement les armes. Et nous voici arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.